parle d'insécurité, notamment au Sahel central, on pense d'abord au Mali, qui en 2012 a été confronté très rapidement à une crise multidimensionnelle. Donc, il y a eu l'arrivée des groupes que certains ont qualifiés de terroristes djihadistes dans les régions dites du Nord, Tombouctou, Gao, essentiellement. Et aussi, on a vu l'émergence de la 4e rébellion Touareg. Et au même moment, il y a eu le coup d'État militaire à Bamako d'Amadou Aya Sanogo. Et donc, cela a désorganisé un peu l'armée malienne qui aussi n'était pas suffisamment outillée pour faire face à la rébellion conjuguée au terrorisme. Et donc, à l'époque, l'insécurité en lien avec le terrorisme était beaucoup plus circonscrite dans les régions du Nord. Donc, une partie du centre du Mali, notamment les cercles de Douanzan et les cercles de Tenenko. Donc, entre-temps, il y a eu, comme vous l'avez vu, l'opération Serval qui est devenue par la suite Barkhane. Il y a eu la MISMA qui est devenue la MINUSMA, donc la mission des Nations Unies, multidimensionnelle des Nations Unies, pour la stabilisation donc, de Mali. Donc, au moment où le monde entier s'est mobilisé au chevet du Mali, au même moment, l'insécurité s'est étendue à tous les centres du Mali. Et à partir de 2015 essentiellement, et avec, à partir de 2018, on a vu l'émergence de ce qu'on peut appeler les conflits intra- et intercommunautaires, notamment dans le cercle de Bancas, et qui s'est aussi qui a évolué pour toucher le cercle de Djenné, plus tard une extension vers le nord-est de Ségou avec les cercles de Nyono et de Massina, donc ces deux cercles faisant frontière avec la Mauritanie. Donc l'insécurité a glissé du nord vers le centre et du centre vers le nord-est du Mali, donc la frontière avec la Mauritanie. Et petit à petit, le champ de l'insécurité a monté pour aller vers la région de Kayes, donc avec notamment la présence des groupes, notamment la Katiba Massina dans la zone de Djema, mais aussi Nara. Et ensuite, entre-temps, il y a eu l'intermède des attaques à Bamako, donc la terrasse, et plus tard l'hôtel Radisson. Et petit à petit, donc le sud du Mali même aussi a été touché, notamment avec l'attaque de Fakola, Misseni, Kolondjeba. Donc ça, c'est la frontière avec la Côte d'Ivoire, donc par la Katiba Ibn Walid, dirigée à l'époque par Suleiman Keita. Donc, pendant le temps que la crise donc commençait à se métastaser au Mali, on a vu le débordement vers le Burkina Faso, donc notamment dans la province de Soum avec Ibrahim Malam Diko de la Katiba Ansar Souna. Mais tout cela a commencé avec l'attaque de Ouagadougou, comme on a vu, et puis bon, après la crise s'est circonscrite notamment à la frontière malienne, donc ce qu'on appelle aujourd'hui la zone des trois frontières. Et par la suite, le Niger qui aussi était confronté à des dynamiques avec Boko Haram aussi a commencé à avoir l'insécurité en lien notamment avec l'arrivée de l'État islamique dans la partie nord du Mali, notamment le cercle, enfin la région de Menaka, une partie du cercle d'Ansongo, donc toute la frontière avec le Niger, avec souvent des compétitions avec le JNIM, qui est le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. On a d'un côté les acteurs qui avaient des revendications politiques, donc indépendantistes, l'indépendance de l'Azawad. Ça, c'est le MNLA qui s'est groupé avec d'autres groupes pour former la coordination de l'Azawad. Donc, ensuite, on avait d'autres groupes d'autodéfense qui étaient réunis au sein de ce qu'on appelle la plateforme. Donc, c'est l'ensemble de groupes d'autodéfense proches de Bamako, tout ce qui est Gatia, donc qui est composé des Imgad, mais aussi d'autres communautés des régions du Nord qui sont regroupées au sein de Gandakoué, Gandaïzo. Donc, c'est des groupes Songhai, Peul. Et après, on a comme acteurs les groupes qui se revendiquaient complètement du djihad, donc le Moujawo, le mouvement pour l'unicité du djihad en Afrique occidentale. On avait en Sardine dirigé par Yad Ghali, on avait ACMI avec Drukdel et d'autres acteurs qui sont d'origine soit sahraoui, soit algérien, soit mauritanien en fait en son temps et qui voulaient imposer donc la charia. Et leur violence concernait à la fois les forces armées maliennes, tout ce qui représentait l'État, mais aussi ça concernait des civils qui étaient réputés ne pas être suffisamment, on va dire, musulmans, donc qui étaient victimes de la flagellation, des gens, des voleurs dont les mains ont été coupées, dont les pieds même ont été coupés,
des personnes qui ont été lapidées parce que prises en cas dans des contextes d'adultère. Donc ça, c'est des violences qui ont essentiellement existé en 2012 et début 2013. Mais par la suite, les formes essentielles qui ont existé, c'est des attaques contre les militaires. Donc ça, c'est de la part de groupes terroristes qui attaquent l'armée malienne, mais c'est aussi de la part de groupes indépendantistes qui attaquaient l'armée malienne. Et de l'autre côté, on avait aussi l'armée malienne qui ripostait, donc qui attaquait aussi les groupes terroristes, donc dans une logique de reconquête du territoire. Lorsque les violences intercommunautaires ont commencé dans les régions du centre du Mali, notamment à Mopti, là on a vu des attaques indiscriminées des groupes terroristes contre des milices d'autodéfense d'Ogon, notamment de Nambassagou. Et par la suite, il y a eu la formation d'une milice essentiellement composée de Peuls qu'on appelle la milice de Sékou Boli, qui est actuellement chargée de mission au ministère de la Réconciliation. Donc, cette milice aussi était dans une posture d'autodéfense, donc a aussi mené quelques combats contre les combattants de la milice d'Ogon. Après, il y a aussi d'autres formes de violence qui sont liées à des attaques aux engins explosifs improvisés, qui sont dans ce cas-là le fait essentiellement de groupes extrémistes violents, donc soit de la Katiba Massina pour les régions du centre, qui prennent des canettes de boissons avec des batteries de motos qui confectionnent donc dans ce cas-là des engins explosifs improvisés, soit qui explosent au contact d'un engin, soit en fait des engins qui sont déclenchés en fait à distance. Et dans ce cas-là, on a vu au début, les victimes étaient essentiellement des militaires qui étaient visés. Et par la suite, les camions qui transportaient des civils sur les axes principaux, donc les pistes rurales pour aller au niveau des foires, ont pu aussi être exposés à ces genres d'engins. Et donc, on a vu des civils qui ont été, qui ont perdu la vie. Ensuite, on a des cas où la Katiba Massina gagnant un peu le terrain, a dû conclure des pactes locaux avec certains villages et les villages qui ont refusé de se soumettre ont subi les violences de leur part. Et en général, dans ces villages-là, il y a deux actions principales qui se passent. Soit le village est sommé de déguerpir complètement, comme c'est ce qui est arrivé en fait à Moura, lorsque l'armée est intervenue à Moura, dans le centre du Mali, notamment dans le centre de Djenné. Il y a eu des morts qu'on a attribués en fait à l'armée d'après le rapport des Nations Unies. L'armée donc s'en est défendue, a ouvert une enquête. Quoi qu'il en soit, en tout cas, des personnes ont perdu la vie pendant les 3 journées d'occupation par l'armée malienne. Et suite à cette occupation par l'armée malienne qui a enregistré des morts, à la fois des hommes, des femmes, les groupes, la Katiba Massina est venue et a sommé les villages de partir. Donc, on lui a donné, je pense, 24 heures. Et c'était à l'époque un village de plus de 1000 habitants. Donc, tout le monde était obligé de quitter pour aller donc dans les villages environnants ou dans d'autres villes, selon les possibilités des uns et des autres. Après, on a vu des formes de violence qui ont consisté à des blocus comme ce qui est arrivé à Kouakourou. Kouakourou, c'est un village bozo, mais essentiellement bozo, mais il y a aussi d'autres communautés, Bambara et Somono et autres là-bas, qui a été victime d'un blocus pendant 7 mois. On a vu le cas aussi du village dans le cercle de Nyono, Farabougou, qui aussi a été occupé pendant 6 mois environ. Il a fallu des négociations pour libérer les villages. Donc, c'est pour dire que il y a aussi des cas, en termes de forme, il y a des enlèvements de personnes qui sont suspectées d'avoir collaboré avec l'armée malienne cette collaboration qui aurait conduit à des arrestations des combattants de la Katiba qui s'appellent eux-mêmes des Moudjahidines, d'attaque d'un village à un autre. On est passé à des attaques coordonnées contre à la fois des camps militaires, comme on a vu le cas de Djoura, de Léré. Djoura, c'est arrivé plusieurs fois. Léré, c'est arrivé au moins 3 fois. Indelman, une fois. Donc, dans ces cas-là, c'est vraiment des grosses attaques complexes qui sont menées contre des camps militaires. Et maintenant, on voit des attaques faites même par des drones kamikazes. Et ça, notamment à Tomia. Il y a eu beaucoup de cas là-bas, au moins 3 attaques contre le camp
le détachement militaire à Temia. Voilà, donc ça c'est essentiellement les formes d'attaque et de violence qu'on a enregistrées au Mali. Le Mali fait partie des pays qui ont ratifié toutes les conventions internationales en matière de protection de l'enfant, de la femme, des civils, tout ce qu'il faut, toutes les conventions internationales. De ce point de vue, le Mali ratifie tout. Bon, maintenant, une des choses est de ratifier, l'autre, c'est de pouvoir l'appliquer dans un contexte de violence aussi indiscriminée de la part des groupes qui attaquent les positions des militaires. Donc, les militaires, à chaque fois, mettent en avant la logique d'autodéfense, enfin de self-défense, donc d'autodéfense. Euh, L'armée malienne a été formée, donc il y a eu des modules. Quand vous allez à l'école militaire interarmes de Koulikoro, donc EMIA, qui est l'école de formation des officiers, quand vous allez à l'école des sous-officiers de Banankoro, donc dans la périphérie de Bamako, dans les autres camps de formation, il y a toujours des modules sur le respect des droits humains. Donc, de ce point de vue, sur le plan de formation, sur le plan, l'arsenal juridique donc, existe et on essaie de faire des sensibilisations dans ce cadre-là. Quand vous regardez les procès intentés par le parquet militaire aussi, vous avez aussi des civils enfin, des militaires qui ont été arrêtés, donc dont les jugements sont en cours, d'autres qui sont interpellés, ça et là. Et donc, le discours officiel, en tout cas, tend à montrer qu'il y a un effort de lutter contre ces violations de droits de l'homme. La MINUSMA, UNIFAM, tous les partenaires qui étaient au Mali ont organisé suffisamment de formations à l'intention des officiers maliens à travers l'EITM. Donc, c'est l'EITM, c'est la mission européenne de formation donc, des forces de défense et de sécurité du Mali. Des formations aussi initiées au niveau des différents états-majors sur le respect des droits internationaux humanitaires et tout ça. Cela reste théorique, mais en vérité, sur le terrain, il y a eu beaucoup de violations documentées par Human Rights Watch, par Amnesty International, mais aussi par les différents rapports de l'aménagement adressés au Conseil de sécurité de l'ONU. On se rappelle, il y a eu des cas, par exemple, à Bounti où la force française Barkhane a bombardé des 4 terroristes et en les bombardant, en fait, c'était le jour d'un mariage, donc beaucoup de personnes ont été tuées, des femmes et des enfants. Cela avait fait couler à l'époque beaucoup d'encre. L'armée malienne aussi a été accusée d'exaction à Moura. Les rapports des Nations Unies parlent de 300 personnes. L'armée malienne conteste ce bilan. Donc, l'enquête ouverte à ce jour n'a pas connu de conclusion à ma connaissance. Il y a eu des cas où les militaires maliens ont été accusés d'attaque à Sokolo. Sokolo, c'est le nord-est de Ségou, le cercle de Nyono. Mais bon, ça reste à confirmer. C'est des chiffres qui sont des informations qui sont rapportées par des médias occidentaux. Et de la part des groupes qui avaient une revendication indépendantiste, il y a eu de graves combats à Tinzaouaten. Et là, on a enregistré des morts de part et d'autre, hein, à la fois des supplétifs russes au Mali, mais aussi des soldats maliens. Comme des soldats maliens, les supplétifs aussi ont tué des combattants donc, d'Ijilim et de la coordination mouvement d'Azawad. Donc, de ce point de vue, oui, ce sont des êtres humains qui perdent la vie, peu importe leur qualité. Cela a été suffisamment donc, documenté par les structures en fait en charge de la question. L'armée malienne s'en défend. Mais bon, à part ces cas-là que j'ai cités, et puis il y a eu aussi un dernier cas en début juillet 2025 à Diafarabé. Diafarabé, c'est le cercle de Tenenkou, la région de Mopti. Suite à ça, la Katiba Massina a imposé un blocus d'ailleurs sur la ville de Diafarabé qui continue même à ces jours. Donc, ces quelques cas rapportés donc, suffisent à attester que dans le cadre des opérations antiterroristes, la réponse militaire a conduit en tout cas, à ternir l'image du pays finalement en matière de respect des droits de l'homme, comme aussi les groupes même d'autodéfense, notamment Donso, ont été accusés d'exaction à Massina en 2015 et 2016, comme
un des rapports des Nations Unies aussi avait accusé les chasseurs d'osso de la milice Dogon d'Ana Ambassago suite à l'attaque de Ogosagou contre le village Peul en janvier 2019. Et suite à ça, d'ailleurs, le président de la République à l'époque, Ibeka Ibrahim Boubacar Keïta, avait organisé un conseil des ministres extraordinaire et au cours duquel la milice de Nambassagou donc a été annoncée dissoute. Bon, officiellement, malgré cette dissolution officielle au Conseil des ministres, bon, la milice a continué d'exister aussi jusqu'à ces jours. Donc, c'est pour dire que finalement, le non-respect des droits de l'homme, c'est à la fois le fait de quelques militaires maliens, c'est aussi le fait des forces internationales, notamment la force Barkhane qui a bombardé à l'époque Bounti, dans la région de Douanzan, mais c'est aussi le fait des groupes d'autodéfense et aussi des groupes qui avaient une revendication indépendantiste, donc politique. Donc, ce n'est pas un seul acteur. Finalement, c'est une panoplie d'acteurs qui est concernée en termes de violation des droits de l'homme. Parce que les parents pauvres, finalement, de la lutte antiterroriste. Tout n'est pas documenté, tout n'est pas su par les médias et par les citoyens lambda qui ne sont pas forcément sur toutes les opérations, sur toutes les zones. Donc la fréquence est plutôt en termes de dents de scie. Donc il y a eu des moments de pic. Les moments de pic, c'est par exemple le cas de Moura qui est un cas qui a été suffisamment en fait abordé parce que par son ampleur, son intensité, et le cas, par exemple, de Sobanda, le cas de Gosagou. Après, les autres cas, c'est 2-3 personnes qui ont été tuées ça et là. Mais en dehors de ces cas que j'ai déjà évoqués, les autres violations concernent la fermeture des écoles, par exemple, par les groupes, parce qu'il y a quand même le droit à l'éducation, donc par la fermeture des écoles par les groupes terroristes. Et ça, aujourd'hui, vous avez, quand vous regardez les chiffres produits par l'UNICEF, il y a 1100 écoles fermées au Mali depuis 2012. Donc, le nombre d'écoles fermées, en fait, a augmenté essentiellement à partir de 2018. Mais de 2012, déjà, il y a des écoles qui étaient fermées dans les régions du Nord. À partir de 2015, on a vu des écoles fermées dans les régions du Centre. Plus tard, le Sahel occidental, donc la frontière avec la Mauritanie. Et chaque fois que le groupe terroriste occupe une zone et que les militaires se replient dans les chefs-lieux de cercle ou d'arrondissement pour mener des opérations. En général, par peur, les enseignants donc fuient, les écoles sont fermées et à l'époque d'ailleurs, en 2012-2013 jusqu'à 2014, c'est des tracts en arabe qui étaient distribués pour demander aux gens de fermer des écoles. Donc là, c'est une violation des droits des enfants d'aller à l'école. Il y a aussi des cas où des villages entiers ont été sommés de partir, complètement déguerpis, donc en laissant tous leurs moyens de subsistance, donc les champs. On a vu, par exemple, en 2019, des champs de riz qui ont été brûlés dans le cercle de Nyono. En 2020 aussi, on a vu que des paysans ont été empêchés de faire des récoltes. Et dans certains cas, ceux qui se sont entêtés pour faire des récoltes, on a vu comment on appelle ça, les récoltes brûlées. Donc ça aussi, c'est des violations, mais en général, ça, c'est à l'initiative des groupes terroristes. Bon, pour le cas de l'État, les opérations donc, de reconquête ont conduit à la fuite notamment des Touaregs de la région de Kidal vers comment on appelle ça, l'Algérie. Ceux qui sont partis soit à Borj Mokhtar, à Tamarasset, mais essentiellement à Tinzabaten, Algérie. Donc, qui ont eu peur, parce que bon, les gens ont des suspicions aussi, hein, qu'ils vont être victimes de violences physiques ou bien éventuellement qui pourront être tués parce qu'il y a souvent dans ces opérations de guerre le délit de faciès. Hein. Donc les gens ont peur et par anticipation, on a vu beaucoup de personnes, des femmes, des enfants, essentiellement quitter la région de Kidal, la zone de Aguelhok, pour se réfugier en Algérie. Dans ce cas-là, bon, ils deviennent des réfugiés. Même s'il n'y avait pas de raison forcément objective, bon, mais par précaution, ce sont des mesures d'autoprotection que les populations font. Donc, c'est aussi une forme de violation donc, de droits
même si il y a quand même un argument pour dire, bon, de la part de l'armée, de dire vous pouvez revenir, on n'a rien contre vous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les combattants dont on veut obliger en fait à déposer les armes. Et l'intensité aussi, en tout cas, si je pense que les trois grandes périodes de pic, c'est 2012, ça c'est l'arrivée des groupes terroristes. 2012, 2000, ensuite 2013, parce qu'il y a eu des opérations de reconquête de Tombouctou, de Gao, de Kidal. Donc, il y a eu des pics d'attaques et de violations. Et après, la situation s'est stabilisée avec l'arrivée de l'aménagement, mission d'appuyer donc la stabilisation. La vie économique a pu reprendre. Et à partir de 2015, quand la violence s'est glissée vers la région de Mopti, on a assisté donc à une recrudescence des violences. Donc, de 2015 à 2017, la violence n'était pas aussi importante parce qu'elle était dirigée essentiellement contre l'élite Peul pour le cas de la Katiba Massina, mais aussi contre des militaires pour le cas de la Katiba Massina qui attaquaient aussi l'armée malienne. Et de 2018 à 2019, il y a eu un autre pic avec les attaques de Sobanda et Ogosagou, parce que Ogosagou a été attaqué par 2 fois. Et à partir de fin 2019, il y a eu une sorte d'accalmie. Et à partir de 2021, il y a eu un autre pic donc en termes de violation. Donc, comme je dis, Moura, c'était le paroxysme. Après, il y a eu une accalmie après Moura. Et après, maintenant, en 2025, on a vu aussi des moments de pic avec l'attaque du camp de gendarmerie de Bamako, de l'aéroport, mais aussi des attaques simultanées qu'on a pu voir des camps à Djoura, à Léré, à Boulkessi, mais aussi des attaques simultanées qu'on a vues début juillet à la veille de la fête de Tabaski. Donc c'est vraiment comme ça, comme je l'ai dit, ça évolue à dents de scie, quoi. Il y a des périodes de pic, des périodes d'accalmie. Le Mali, depuis son indépendance le 22 septembre 1960, a été confronté à ce que moi j'appelle la gestion de la diversité et puis une stabilité institutionnelle. Donc, si on essaie d'utiliser des catégories analytiques, parce que bon, en sociologie, on aime utiliser ça, ça permet de dire beaucoup de choses à la fois. C'est d'abord le premier facteur structurel, moi je dirais, c'est la mauvaise gouvernance. Quand on dit mauvaise gouvernance, c'est de 1960 à maintenant, les différentes autorités n'ont pas su assurer la sécurité des Maliens sur l'ensemble des territoires et n'ont pas su rendre accès aux services sociaux de base, donc santé, éducation, nourriture, et faire en sorte que la justice soit la même pour tout le monde. Donc, on a toujours eu le sentiment d'avoir une justice en fait à deux vitesses, une justice pour ceux qui sont riches et puis une justice pour ceux qui n'ont pas suffisamment de moyens. Tous les régimes du Mali, donc les quatre qui se sont, enfin, les quatre républiques, on a eu 3 républiques maintenant dans la 4e République depuis le 22 juillet 2023. Les 3 républiques ont connu leur propre tard. Donc, la nouvelle république aussi, avec les militaires aussi, a ses propres tares sur lesquels on pourrait éventuellement revenir. La première ayant mis en place un modèle un régime socialiste qui consistait à centraliser tout au niveau de Bamako, des décisions qui étaient prises à Bamako, exécutées donc par les périphéries, n'a pas su occasionner une sorte d'adhésion des populations à ce modèle de gouvernance. Les choix politiques et économiques opérés donc, ont été contestés. Et on a vu par exemple des manifestations dès juillet 1962 contre l'instauration donc du franc malien, qui a conduit à l'arrestation des leaders politiques, mais aussi des leaders commerçants qui ont été déportés dans la prison de Kidal et qui sont morts là-bas. Et les militaires qui sont arrivés dans la rivière avaient suscité en son temps, en 1968, beaucoup d'espoir. Donc, ils avaient promis donc, de répartir vite dans les casernes et finalement, ils sont restés 23 ans. Donc, ils ont imposé un parti unique. Toutes les contestations politiques ont été réprimées et même les militaires qui étaient suspectés, même parmi ceux qui étaient parmi les 14 qui avaient fait le coup d'État en 68, certains ont été arrêtés, notamment les chefs de gouvernement et d'autres qui ont été envoyés dans le bagne des Taoudéni, donc une prison spécialement ouverte
pour corriger les militaires, mais aussi des civils qui avaient des revendications politiques, et des étudiants comme Cabral et d'autres qui ont été donc assassinés. Bon, après, il y a eu l'étau s'est resserré contre ce pouvoir et on a vu les événements du 26 mars 1991. Donc, la démocratie arrive avec toutes les libertés, tout d'association, de multipartisme. Voilà. L'État n'arrive pas à avoir suffisamment de moyens dans un pays comme le Mali qui est classé PPTE, pays pauvre très endetté, donc qui est sous perfusion donc, des institutions internationales, la Banque mondiale et les FMI et d'autres. Donc, la mauvaise gouvernance a fait que des frustrations sont nées. Et ces différentes frustrations donc, ont conduit soit à des grèves intempestives à Bamako, des syndicats, des étudiants, des hommes politiques, de tout le monde. Donc la grève est devenue une arme pour certains qui ne veulent pas prendre les armes. Et pour d'autres acteurs, notamment dans la région de Caille, on a pris les valises pour aller chercher de l'argent parce qu'on n'attendait plus rien de l'État et l'État n'arrivait pas en fait à donner accès aux services sociaux de base. Maintenant, du côté des régions du Nord, depuis 1963, à part la rébellion d'ailleurs de 1963, qui est une révolution, enfin une sorte de rébellion que Zidane Sidi Aksidi a qualifiée de révolte d'humeur et d'honneur. Les autres rébellions de 90, 2006, 2012 ont demandé plus d'investissement dans l'éducation, dans la santé, plus de justice, plus de bien-être, pour qu'ils se sentent davantage maliens. Ils se considéraient comme étant dans des zones déshéritées dans lesquelles l'État ne faisait pas grand-chose. Donc, la rébellion de 2012, au-delà de ses revendications économiques, a aussi demandé l'autonomie, voire même l'indépendance, dans un souci de pouvoir faire en sorte qu'on gère mieux les ressources dans les régions du Nord au bénéfice des populations du Nord. Donc, ça, vraiment, cette mauvaise gouvernance, elle se retrouve même au niveau local, où on a voulu, à partir de 1996, instaurer donc, la décentralisation, donc, qui est une réforme politique et administrative qui accorde l'autonomie financière et de gestion aux collectivités territoriales. Donc, on a espéré qu'avec les personnes qui vont être élues au niveau local, donc les maires, qu'un développement harmonieux allait voir le jour, qu'on allait contribuer en fait à une meilleure fiscalité locale et que les populations vont davantage participer au processus de développement endogène. Malheureusement, la décentralisation aussi a conduit à ce que moi j'appelle la décentralisation de la corruption aussi au niveau local. Et donc finalement, la décentralisation n'a pas pu être la réponse appropriée. Donc le second facteur qu'on peut, catégorie de facteurs que moi je peux mobiliser, c'est ce que j'appelle les dynamiques nouvelles. Parmi les dynamiques nouvelles, il y a donc l'arrivée du terrorisme en 2012, mais ces acteurs terroristes, pour la plupart, les leaders, certains étaient dans les régions du Nord, dans des trafics comme Belmokhtar depuis les années 90, dans le trafic de Marlboro, puis de cannabis, puis de cocaïne, dont le paroxysme a été atteint en 2009 avec l'arrivée de cocaïne à Gossi, dans la région de Gao. Donc, c'est aussi ces zones-là où il y a tout le trafic aussi même d'êtres humains, parce qu'il y a la traite, et aussi ça croise aussi les couloirs de trafic des armes, mais aussi des migrants. Tout cela au vu aussi de tout le monde. Les représentants de l'État dans ces zones-là, pour la plupart, étaient aussi mêlés d'une certaine manière, en tout cas certains, dans des opérations de trafic, comme l'ont rapporté certains citoyens. Et la violence communautaire n'est pas aussi une donnée nouvelle, c'est aussi un élément en fait à prendre en compte, mais elle est structurée essentiellement autour de la compétition, autour de l'accès, la gestion et l'exploitation des ressources naturelles. Donc, ce sont essentiellement l'eau, les forêts, les pâturages dans ces zones. Donc, la compétition autour de ces ressources a occasionné des conflits entre les différentes communautés sédentaires et pasteurs. Et donc, cela aussi a conduit à des violences qui étaient souvent jugulées par des mécanismes endogènes de prévention et gestion de conflits, mais avec la prolifération des armes légères et des armes de guerre, bon, ces violences donc, ont atteint des proportions nouvelles. Bon, s'il y a un dernier élément qu'on peut ajouter au niveau des dynamiques récentes, moi je dirais, c'est le rapport à l'argent. C'est-à-dire que le rapport à l'argent a perverti les rapports sociaux. Nous sommes dans une génération de m'as-tu vu où on veut en mettre plein la vue. Et c'est une montée de l'individualisme et au détriment donc du collectif. Et les mécanismes anciens souvent ont du mal à gérer souvent ces envies personnelles de cupidité.
qui conduisent en fait à des travers qui dépassent finalement les acteurs locaux. Bon, on pourra peut-être ajouter les effets du changement climatique, parce que le Mali, étant un pays du Sahel, a été frappé par 2 vagues de sécheresse en 73 et 84. Et ces sécheresses-là donc, ont eu des effets énormes, notamment sur les communautés d'éleveurs qui ont dû se reconvertir, et même sur les communautés d'agriculteurs, avec des migrations internes bon, qui conduisent aussi à l'évolution des modes de vie. Et ces dynamiques-là, aussi ces effets de variations climatiques continuent et affectent bon, la cohabitation au niveau local. Ça, c'est à peu près dans les grandes lignes les facteurs à la fois structurels et conjoncturels. La situation n'est pas du tout simple parce que le Mali n'est pas confronté à un seul problème. Il y a des problèmes donc institutionnels, des problèmes politiques, des problèmes de vivre ensemble, de cohésion sociale, des problèmes de justice, des problèmes de développement. Donc finalement, on ne peut que recommander des solutions multidimensionnelles qui tiennent compte des nexus, quoi. Donc si on réfléchit en termes de nexus, on va dire alors, sécurité, ça c'est le premier élément donc, du nexus. Donc ça veut dire qu'il faut faire des opérations militaires, bien entendu, pour inverser un peu le rapport de force qui doivent être favorables donc, aux forces armées de défense de sécurité. L'autre pan du nexus, ça doit être le développement, pour faire en sorte que les citoyens, où qu'ils soient, puissent avoir accès aux services sociaux de base, donc santé, éducation, nourriture, mais aussi la justice. Donc, s'il y a un troisième élément de ce nexus-là, on pourra ajouter le dialogue, quoi. Le dialogue à tous les niveaux, parce qu'il y a une crise de confiance entre les citoyens et l'État. Donc, l'État, à travers les différents régimes qui ont connu tous leurs tares, comme je l'ai évoqué, en termes de mauvaise gouvernance, en termes de prédation sur les ressources, en termes de raquettes, en termes de ponctions sur les populations. Et donc, les populations ne comptent pas beaucoup sur les autorités. En fait, si la pluviométrie est bonne, ben, les gens arrivent à manger, à boire, donc ils se débrouillent, quoi. D'ailleurs, on a 66% des Maliens qui vivent du secteur informel, donc de ce point de vue, on ne compte pas beaucoup sur l'État. Mais en même temps, cet État doit être garant donc, de ce bien-être collectif et individuel, donc en créant des opportunités d'emploi pour les jeunes, et les jeunes qui représentent 47% au Mali en moins de 15 ans et 75% en moins de 35 ans, 65% en moins de 25 ans. Donc, ça veut dire qu'il faut initier des réformes dans le domaine de l'éducation. Donc, des commissions ont été mises en place, on a revu le programme décennal de l'éducation. Faire en sorte qu'on ne forme pas pour former, qu'on ne fait pas seulement semblant de gérer des flux, qu'on mette plutôt en place des formations professionnelles, notamment dans le domaine des métiers, donc plomberie, hôtellerie, carrelage, peinture, donc des métiers qui nourrissent les gens et pas seulement dans des formations diplômantes à l'université, bon, qui conduisent à avoir des papiers mais qui ne servent pas à grand-chose, donc à chômer plutôt. Mais aussi dans le domaine de la justice, l'État, à travers la Constitution du 22 juillet 2023, a mis l'accent sur le mode alternatif et traditionnel de gestion de conflits. Cela permet justement de valoriser davantage nos mécanismes tels que dans les régions du Nord. On sait que le Cadi, qui est le juge islamique, à Tombouctou, Gao, Kidal, est très prisé et qu'on n'a pas confiance à la justice conventionnelle. Dans les régions du centre, on a le Togounan pour le Dogon, on a le système Djouro, gestionnaire de pâturage pour les Peuls. Et dans les régions du sud, on a le vestibule déjà des villages, couplé en fait à d'autres mécanismes tels que par exemple les COFO, les commissions foncières, qui sont composées des femmes, des jeunes. Après, pour la justice transitionnelle, effectivement, la commission Vérité, Justice et Réconciliation ayant fini son mandat le 31 décembre 2022, elle a proposé une politique nationale de réparation, à la fois financière, symbolique, réparation individuelle et collective, adoptée par le Parlement de la Transition, et cela a conduit à la mise en place de l'AGRV, l'Agence pour la gestion des réparations en faveur des victimes des crises de 1960 donc à maintenant, qui, comme vous l'avez rappelé, a été doté donc d'un budget en 2025 d'au moins 6 milliards de francs CFA
pour commencer donc les opérations de réparation matérielle et financière. Il faudrait les diligenter vite parce que la violence, malheureusement, au Mali continue. Donc, il y aura d'autres victimes. Et aussi travailler à la prévention de la violence là où cela est possible. Donc, en renforçant, bien entendu, les actions civilo-militaires, de sorte à ce que, bon, les militaires comprennent que la façon de procéder aux opérations antiterroristes peut générer des frustrations et que ces frustrations-là sont un terreau favorable pour le recrutement dans les groupes terroristes, mais en même temps que les populations comprennent que collaborer avec les groupes terroristes aussi, à long terme, conduit simplement à une reddition, à un changement de mode de vie, et que plus tard, si elles ne prennent pas garde, c'est la charia qui sera imposée et que toutes les libertés conquises de haute lutte risquent d'être perdues. Donc, à long terme, malgré l'état donc de nos autorités, faire en sorte de contribuer en tout cas à la résolution de toute la crise qu'on vit. C'est pas simple, mais il faut essayer.